Je suis ravi d'être avec vous. Merci à l'EMCIB de son invitation. Donc moi, je suis le docteur Jean-Philippe Labraise. Donc je vais vous donner ma réalité sur un sujet que vous essayez d'appréhender toutes et tous. C'est ma réalité de médecin. Ça fait près de 35 ans que je fais de la médecine. Donc j'ai observé des choses. Et en fait, mon approche dans la vie et sur le plan professionnel, j'ai toujours gardé soigneusement à l'esprit ce que disait Claude Bernard, le père de la médecine expérimentale. Il disait quand les faits s'éloignent de la théorie, ce ne sont jamais les faits qu'on doit remettre en cause. C'est toujours la théorie. Donc moi, j'aurai l'occasion de partager avec vous ce que je considère comme des faits. Je vous donnerai ma lecture de ces faits. Vous verrez que ça pose un certain nombre de problèmes et j'émettrai des éléments de solution. Mais encore une fois, comme je le dis à mes patients depuis 35 ans, je ne suis pas à Dieu. Ce n'est pas une parole d'évangile. C'est ma réalité sur un sujet donné. D'accord ? Donc le thème, ce sur quoi j'étais censé intervenir, parce que ça c'était le souhait de Vincent qui connaît mon intérêt pour la vitamine C depuis plus de 40 ans. J'ai eu la chance de croiser le chemin de la vitamine C en première année de médecine, donc de tomber sur des ouvrages de Kleiner, de Cathcart, de Pauling, etc. Donc le jeune étudiant en médecine que j'étais, puisque je commençais, s'est dit tout de suite, waouh, il y a quelque chose de remarquablement intéressant là. Donc je vais l'aborder brièvement ce sujet parce que je vous invite après à vous diriger vers toutes les vidéos qui traitent du sujet, les miennes et celles de beaucoup d'autres, bien heureusement. Je vous invite aussi peut-être à vous abonner aux lettres d'un monsieur qui s'appelle Xavier Bazin, qui est journaliste, scientifique, qui, à l'occasion, entre autres, d'échanges avec moi, s'est passionné pour le sujet. Et il a écrit beaucoup d'articles, de lettres sur très, très intéressantes et très bien faites, très rigoureuses sur le sujet. Donc je vous dirai quelques mots à ce sujet justement, et après je déborderai ça, parce que vous verrez que le problème, de mon point de vue, ne se pose pas dans les termes d'annonce du Congrès, c'est-à-dire peut-on encore prescrire de la vitamine C ? Même ça, c'est compliqué. Mais la question pourrait être, peut-on encore prescrire de la vitamine C à des posologies réellement thérapeutiques ? Et vous allez voir qu'il y a des domaines dans lesquels non, on ne peut pas, et je vous donnerai quelques exemples. Et puis, à mon avis, après, plus largement encore, parce que c'est le problème de fond aujourd'hui, c'est en fait, qu'en est-il de la liberté de choix thérapeutique et du consentement libre et éclairé ? À mon avis, c'est la question qui aurait dû être posée, c'est celle-ci. C'est ça, liberté thérapeutique et consentement éclairé, mythe ou réalité ? Et vous verrez que dans notre société actuellement, c'est un mythe, ça n'est plus une réalité. Et pourtant, donc, si le choix que j'aurais souhaité donner, c'était ça, cadre conceptuel juridique. Parce que le cadre conceptuel, il est défini par ça. Un monsieur qui sait un peu de quoi il parle, c'est monsieur Tabuteau, vice-président du Conseil d'État. Alors on dit vice, pas parce que c'est le numéro 2, mais parce que le numéro 1, c'est le président de la République. Mais celui qui préside le Conseil d'État, c'est monsieur Tabuteau. Et lui, il dit une chose toute simple. Voilà, des concepts fondamentaux, c'est... etc., établis sur le principe de liberté médicale, perçu comme autant de garantie de l'indépendance professionnelle des médecins et de la qualité des soins dispensés. Alors maintenant, prescrire de la vitamine C, concrètement, en France, ça veut dire quoi ? Alors, il y a des pharmaciens dans la salle, donc je précise ça, parce que c'est profondément ce que je pense. Donc, j'ai l'habitude de dire ce que je pense, quels que soient éventuellement les risques, mais bon, parfois certains sont câblés comme ça, c'est comme ça. J'ai un profond respect pour les pharmaciens et j'échange avec beaucoup d'entre eux. Donc quand je mets, comme je vais le faire tout à l'heure, en cause l'industrie pharmaceutique qui, de mon point de vue, a phagocyté la médecine, je mets aucunement en cause les pharmaciens eux-mêmes, des gens de terrain, qui très souvent, avec la marge de liberté dont ils disposent, dirigent les patients vers des solutions alternatives, complémentaires. Donc ils le font vraiment avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'intégrité, beaucoup de compétences, donc vraiment je leur en sais gré et aucun reproche pour eux. D'accord ? Donc concrètement, pourquoi je dis ça ? Parce que 35 ans que je fais de la médecine, avant d'être installé, je faisais des gardes et régulièrement pendant mes gardes, que je voyais des épisodes infectieux, je mettais tout de suite les patients sous de fortes doses de vitamine C. Mais forte dose, ça veut dire quoi ? Pour des enfants, ça va être 20 à 30 mg par kilo et par heure, voire par demi-heure, et en quelques heures, on voit chuter la fièvre quand il y a un épisode infectieux. Pour les adultes, ça va être 2 ou 3 grammes de vitamine C toutes les heures. Et en quelques heures, dans la grande majorité des cas, on voit chuter la fièvre. Mais je disais, j'étais obligé, quand je prescrivais ça, de dire à mes patients, faites attention, quand vous allez à la pharmacie, le pharmacien va vous dire, oh là là, ne prenez surtout pas ça, vous allez faire des calculs, vous allez sauter au plafond, ça va pas bien se passer du tout.
Absolument pas. Alors, malheureusement, je n'aurai pas le temps de développer tout le sujet ici, mais on sait que c'est faux depuis des décennies. Donc, je vous proposais tout à l'heure de vous diriger vers les lettres de Xavier Bazin. Je pourrais aussi, et surtout même, vous conseiller la lecture d'un livre du docteur Lévy qui s'appelle « La vitamine C, la panacée originelle ». Lisez-le. Vous avez une bibliographie remarquable dedans, et notamment tous les articles qui démontrent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque de lithiase quand on prend de la vitamine C à forte dose. Moi, ça fait 45 ans que je prends 12, 15 à 20 grammes de vitamine C quotidiennement. Je peux vous dire que j'ai jamais uriné un calcul. Les milliers de patients que j'ai mis sous vitamine C, si on avait dû faire la statistique, il n'y a pas d'augmentation du risque de lithiase. Et on sait que c'est un non-risque. Donc, si vous voulez prendre de la vitamine C, allez-y allègrement. Il y aura la balance bénéfice-risque s'agissant de la vitamine C. C'est très simple, ça fait ça. C'est-à-dire que les avantages, c'est que des avantages, pas de risque. On ne peut pas abîmer un organisme humain avec de la vitamine C. Donc, pourquoi s'en priver? Et d'ailleurs, c'est très édifiant. Si la vitamine C et les gens de très, très grande valeur, Linus Pauling, double prix Nobel de chimie, prix Nobel de la paix, Cathcart, Kleiner, etc. Si tous ces gens-là ont été attaqués alors qu'ils promeuvent un produit qui, encore une fois, n'a que des avantages, c'est qu'il y a une raison. Quand vous voyez l'intensité des attaques, dites-vous que celui ou ceux qui sont attaqués sont en train de dire des choses justes. C'est pour ça que le système les attaque, pour les détruire, parce qu'il faut qu'ils se taisent, et on y reviendra dans un instant. Alors malheureusement, des tragédies pour l'incapacité dans laquelle moi et d'autres avons été de prescrire de la vitamine C, je pourrais vous en citer beaucoup en 35 ans de médecine. Peut-être le dernier exemple d'une longue liste, j'ai été appelé par un jeune homme, il y a maintenant 4-5 mois, parce qu'en fait, il avait un cancer métastatique, cérébral, osseux, etc. Et il avait vu sur Internet une vidéo du docteur Labresse qui parlait de la vitamine C et notamment de l'intérêt de la vitamine C pour traiter les cancers. Des gens de grande valeur ont intégré cet outil thérapeutique dans leur stratégie. Alors, même chose, on n'aura pas le temps de développer ici les modalités d'action de la vitamine C à forte dose s'agissant du traitement des cancers, mais c'est indiscutable, c'est prouvé, c'est factuel. Donc ce jeune homme m'appelle, me dit « Docteur Labresse, voilà, je suis cloué dans un lit d'hôpital, j'ai des métastases cérébrales, j'ai des métastases osseuses, je souffre énormément. Est-ce que vous pourriez m'aider ?» Alors, je ne vais pas donner son prénom, je vais dire « Nicolas, oui, c'est OK pour moi, bien évidemment que je peux t'aider. » Donc il était en HAD, en hospitalisation à domicile. Je vais te dire « Mais je savais très bien, malheureusement, je réponds positivement à une demande d'aide, mais je sais très bien ce à quoi je vais me heurter. » C'est-à-dire le même dogmatisme. L'attitude des médecins qui vraiment, c'est très choquant pour le médecin que je suis et d'autres dans la salle, c'est-à-dire la défiance avec laquelle ils fonctionnent s'agissant des vitamines. Alors, là aussi, je l'aborderai tout à l'heure, mais on ne pourra pas revenir sur tout ça, mais il y a une raison pour ça. Et je vous invite à aller sur le site du Dr Rath, à taper cartel pharmaceutique, et vous voyez comment, depuis les années 1910-1920, des gens comme Carnegie, Rockefeller, un rapport d'un spécialiste de l'éducation qui s'appelle Flexner, ont vraiment détruit toutes les médecines alternatives pour laisser le champ libre à la chimie, à l'énantiopathie, à la médecine du contraire. Donc, je sais pourquoi mes confrères fonctionnent comme ça. Très sincèrement, c'est attristant. Avant même d'être choquant, c'est attristant de voir que des gens se privent d'une ressource thérapeutique fabuleuse. On n'a pas beaucoup de produits de la pharmacopée pour lesquels, encore une fois, on peut être aussi tranquille quand on les utilise. Les effets secondaires des médicaments, vous les connaissez tous. Selon les études, on nous dit que c'est la 3e ou 4e cause de mortalité après les cancers et les pathologies cardiovasculaires. Donc, il faut le garder à l'esprit quand même. Quand on a une ressource thérapeutique dont on sait qu'elle ne va pas induire d'effets délétères, mais qu'elle ne peut qu'aider. Mais bon, au moment où je réponds oui à Nicolas, je sais très bien ce à quoi je vais me heurter parce que je m'y suis heurté de très nombreuses fois. J'appelle les confrères qui s'occupent de lui dans le cadre de la HAD et bien évidemment, je me heurte à un confrère qui dit « mais non, ça fait pas partie des protocoles ». Alors je lui envoie les données de la clinique Riordan, 40 000 patients traités depuis 40 ans avec de fortes doses de vitamine C, 0,1 à 1 gramme kilo jour, avec des résultats remarquables. D'autres études qui démontrent que ça n'a que des intérêts, que ça va être antalgique, que ça va être cicatrisant pour les escarquillas, que ça va être bien évidemment antitumoral et que bien évidemment, je n'ai pas promis à Nicolas que la vitamine C allait le sauver. Mais par contre, j'ai promis à Nicolas quelque chose, c'est que la vitamine C allait l'aider.
et considérablement l'aider. Eh bien, j'ai pas pu lui faire administrer la vitamine C. Et Nicolas, dans le dernier texto qu'il m'a envoyé, il me dit « Docteur Labrèze, merci d'avoir essayé ». On ne doit pas être confronté à ça. On ne doit plus être confronté à ça aujourd'hui dans notre pays. Et c'est pourquoi moi j'ai très volontiers accepté l'invitation de l'EBSI, parce que je proposerai tout à l'heure des éléments de solution pour que nous puissions, médecins éveillés, j'allais dire, et citoyens qui devaient pouvoir bénéficier de la liberté de choix thérapeutique, on puisse changer le cours des choses, on puisse peser sur le cours des événements pour que demain, on ait dans ce pays une médecine digne de ce nom, c'est-à-dire une médecine qui soigne et qui guérisse. Pas une médecine qu'on a privée d'un pan entier de l'offre de soins, tout simplement pour pérenniser le marché de la maladie et pérenniser celui des médicaments, pérenniser celui des profits, au détriment de la santé et de la vie des gens. Ça doit cesser. Donc, ce jeune homme, Nicolas, j'ai pas pu l'aider. Et il y a plein d'autres patients que j'ai pas pu aider. Et quand des patients me sollicitent, des gens que je connais pas, parce qu'ils ont vu des vidéos, ils me disent « Docteur Labrèze, ma femme, mon fils, moi, j'ai un cancer à un stade évolué », eh ben je dis « Il n'y a pas de problème, je vais vous aider ». Donc, j'envoie des protocoles. Donc, on pourrait parler aussi, mais on pourrait parler de tellement de choses. On pourrait parler de toutes ces protocoles, de toutes ces techniques validées qui ont démontré qu'elles pouvaient aider des gens. Rad, Beljanski, Solomides, Schwartz, etc. Des gens qui sont des savants maudits, exclus. Parce que le système, chaque fois que quelque chose représente une menace pour ses profits, mais que quelque chose représente aussi une menace conceptuelle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que quand vous avez, par exemple, s'agissant des traitements des cancers, où on perd toujours 40% des patients, alors que de mon point de vue, on a le savoir pour sauver l'immense majorité des patients. Je vous invite à lire un livre très intéressant, c'est celui du docteur Jan Tiberghien. Ils étaient tous condamnés. Notre confrère, il a fait une chose très intéressante. Il a parcouru les CHU, il a exhumé 200, mais il aurait pu en exhumer 500, 1000, 2000 dossiers de patients qui étaient condamnés. C'est-à-dire que la médecine leur avait dit « rentrez chez vous, on ne peut plus rien pour vous, vous allez mourir ». Et ces patients sont rentrés chez eux, sauf qu'ils ont fait une bonne chose. Ce que je dis à mes patients personnellement depuis 35 ans, je ne suis pas le bon Dieu. Moi, je suis pas la parole, et je n'ai pas la parole d'évangile. Si ce que je vous dis vous pose problème, allez voir un deuxième médecin, allez voir un troisième médecin. Forgez-vous votre propre conviction. Exercez votre jugement. Décidez par vous-même ce qui est juste ou non, ce qui vous semble bien ou non. Et bien, ces patients, ils ont dit « Ah, les médecins me renvoient chez moi, j'ai plus rien à perdre. » Eh bien, puisque j'ai plus rien à perdre, je vais essayer autre chose. Et ces 200 patients ne sont pas morts. Ils étaient rentrés chez eux parce que les médecins leur avaient dit « rentrez chez eux, on ne peut plus… » Nous, allopathie, orthodoxie médicale, ils auraient dû dire « on ne peut plus rien pour vous ». Mais s'ils avaient été honnêtes, d'ailleurs, ils l'auraient dit en se basant sur un autre article du Code de déontologie, les articles 1110, l'article 1110 alinéa 5 du Code de la santé publique. Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l'urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit, c'est un droit, de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Or, à quoi sommes-nous confrontés, vous, patients, et nous, médecins ? On est confrontés au fait qu'il y a actuellement, pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, entre autres, une puissance financière, et j'allais dire, vous l'avez entendu dire bien avant moi, une puissance de corruption phénoménale, qui a phagocyté le domaine de la médecine, qui a décidé que l'offre qu'elle proposait était la seule qui pouvait aider les gens, malgré le fait que 40% des patients à peu près, entre 35 et 40, décèdent toujours de leur cancer. Et de mon point de vue, encore une fois, on pourrait sauver la très grande majorité, si ce n'est la quasi-totalité des patients. Donc c'est vraiment quelque chose contre lequel on doit s'élever et quelque chose qu'on doit changer. Donc je parlais de ces savants maudits. Vraiment, moi j'échange aujourd'hui avec la fille de Mirko Beljanski. Et les produits Beljanski, c'était quelqu'un de grande valeur. Ils ont démontré leur efficacité. Mais le problème, encore une fois, c'est que quand un produit démontre son efficacité, le système lâche ses chiens de garde.
lâche ces chiens de garde qui vont détruire les individus, détruire leur réputation, détruire leur notoriété. Et l'une des choses que je proposerais à l'EMCIB, si cette association devient la force politique puissante qui peut réformer ce système, c'est de demander la réhabilitation de tous ces gens qui ont eu le tort d'avoir raison trop tôt et d'avoir raison contre une doxa, contre un système. On leur doit, on le doit à la population, on le doit à cette notion et ce concept essentiel qui sont ceux de la recherche de la vérité. Je disais tout à l'heure, je parlais de Claude Bernard, quelque chose que je garde soigneusement à l'esprit et qui, encore une fois, m'aide, mais humblement, sans difficulté à tenir le cap dans la tourmente, c'est ce que disait Jean Jaurès. Jean Jaurès, il disait, le courage, c'est de chercher la vérité, de la dire et de ne pas subir la loi du mensonge triomphant. Depuis des décennies, on est à l'ère du mensonge triomphant, qui pour le moment semble triompher, mais qui ne triomphera pas encore très longtemps s'il y a un bataillon de gens déterminés qui disent stop. Des vies basculent alors qu'elles ne doivent plus basculer. Stop. Donc je disais, et pourquoi je disais, voilà, tout à l'heure je disais, bien évidemment, le système lâche ses chiens de garde parce qu'il y a des intérêts financiers, économiques colossaux. Mais l'autre élément important pour lequel le système lâche ces chiens de garde contre tous ces gens de grande valeur qui ont développé des protocoles de traitement efficaces, c'est parce qu'encore une fois, si vous perdez 40 ou 35% de vos malades, mais que vous pouvez vous réfugier derrière le fait que oui, mais la pathologie dont il s'agit, c'est très compliqué, c'est très lourd. Ne nous reprochez pas de ne pas sauver tout le monde alors qu'on ne peut pas. Mais si, comme le dit notre confrère le docteur Tiberghien et beaucoup d'autres, si on utilise tous les outils de l'arsenal thérapeutique à notre disposition et qu'on démontre qu'on peut sauver la grande majorité des patients, si ce n'est tous les patients, ces gens-là peuvent plus se réfugier derrière l'argument qui leur semble massu, incontournable. Ne nous reprochez pas nos résultats moyens ou médiocres, on ne peut pas faire mieux. Si, aujourd'hui, on peut faire mieux. Ça, c'est la réalité scientifique. Ça, ce sont des faits. Ces 200 patients, ces 2000, ces 10 000, ces 15 000 qui survivent, malgré le fait qu'on leur ait dit « vous êtes condamnés, rentrez chez vous pour mourir », c'est un fait. Et les faits, encore une fois, on ne peut pas les balayer d'un revers de main parce qu'ils ne rentrent pas dans le cadre conceptuel qu'on avait ou le paradigme qui est le paradigme dominant. C'est un fait. Donc on doit intégrer le fait, le comprendre et essayer de réaliser ce qui se passe. Voilà, donc j'avais prévu, désolé, mais encore une fois, il y a tellement de choses à dire sur le sujet. Donc, je voulais, moi, vous parler de cet état de fait. Et puis, pour revenir donc pour la difficulté de prescrire la vitamine C, voilà, Nicolas, il est mort. Désespéré, avec un dernier texto qu'il a envoyé au docteur Labrèze en me disant « Je sais que vous avez fait ce que vous pouviez faire, docteur Labrèze, je ne vous en veux pas ». Moi, je suis suspendu. Je suis suspendu 6 mois actuellement, après avoir fait une suspension d'1 an. Pourquoi 1 an ? Parce que j'ai été condamné à 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis, parce que je suis intervenu dans un service de soins palliatifs à l'appel de proches d'une vieille dame qu'on laissait agoniser comme un chien. C'est-à-dire qu'elle avait été opérée d'une péritonite. Son médecin, vous verrez, le Doliprane, ça va vous parler, l'avait laissé 5 jours à la maison avec des douleurs abdominales intenses en lui disant « prenez du Doliprane ». Sauf que le Doliprane n'a jamais guéri une occlusion intestinale et qu'elle a fait une péritonite et elle a été opérée en urgence de sa péritonite et qu'elle a fait une complication infectieuse. Donc, les confrères n'arrivaient pas à juguler son problème infectieux. Ils ont dit, on va la transférer en service de soins palliatifs. On ne peut pas la soigner. D'ailleurs, en cachant soigneusement, au passage, à son entourage, que transfert dans un service de soins palliatifs, ça veut dire arrêt des traitements curatifs et accompagnement vers la mort, voire poussé vers la mort s'agissant de cette patiente avec de l'eau et de la morphine. Donc, je suis appelé par les proches qui m'expliquent, parce que même chose, alors, qui m'expliquent ce qui se passe. Excusez-moi. Hop. Ça donne ça. Qui m'expliquent. Allez, attendez, parce que je veux. Hop là, ça c'est chouette. Ça c'est un chouette symbole, ça. Ça c'est la liberté, celle qu'on veut regagner. Liberté thérapeutique. Bienvenue, welcome. Donc, je suis appelé par les proches de cette dame qui m'explique ce qui se passe. Donc, je vais voir ma consoeur et je lui dis, vous savez, là, vous avez une dame qui est en train de mourir d'une infection. Il y a des
des travaux très sérieux et puis surtout des décennies d'expérience de la part de confrères et humblement ma propre expérience depuis 35 ans, il y a encore quelque chose de très efficace à faire pour cette patiente, des perfusions de vitamine C à forte dose. Donc la consoeur me répond, ben oui, je vais voir avec les anesthésistes et les réanimateurs, sachant qu'elle est même anesthésiste et réanimateur et qu'on n'a pas besoin d'aller discuter avec des confrères pour connaître les vertus thérapeutiques de la vitamine C. Ceci étant, ben, je lui dis très bien. Et le lendemain, je repasse et elle me dit « Oui, j'ai commandé les produits. » Ben, j'ai dit « Chouette, très bien. » Et sans rien lui dire, parce que je prends ça pour un accord implicite, je fais moi. Alors, j'avais que ça parce que je n'ai pas les flacons. Quand j'administre de la vitamine C à dose importante pour des cancers, etc., on a des conditionnements qui permettent d'administrer des dizaines de grammes de vitamine C très facilement. Pour pas qu'il y ait de risque sceptique de prélever chaque fois un gramme de laroscorbine et de transférer dans. Donc, je mets 3 grammes de vitamine C dans sa perf. Et je fais ça une première fois, je reviens le lendemain, la patiente elle est déjà mieux et je remets 3 grammes de vitamine C dans sa perf. La patiente va vraiment mieux. Elle a les yeux ouverts, d'ailleurs l'entourage a témoigné. Depuis 2 mois, la patiente ne parlait plus. Depuis 2 mois, la patiente ne parlait plus. Au bout du 2e jour, ils ont écrit. Elle avait les yeux grands ouverts dans son lit. Elle discutait, elle plaisantait, elle demandait à manger ses tricots. C'était plutôt sympa comme évolution. Avec une petite dose. Ça semble des doses majeures. Et je vous dirai tout à l'heure mes aventures de mon confrère ami, le docteur Loridan, quand il faut prescrire de la vitamine C dans des hôpitaux, qui est chirurgien. Et ce qu'on fait par contre dans d'autres pays. Et donc, 2e jour. Et le 3e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pensez que ma consoeur m'aurait dit, docteur Labrèze, waouh, ça fonctionne, hein? 2 mois, elle parle plus. 2e perfusion de vitamine C, yeux grands ouverts. Elle demande à manger, ses tricots, elle plaisante. On va continuer, on va même intensifier. On va cesser de lui donner que de l'eau et de la morphine. On va lui redonner un peu d'énergie pour que le corps, parce que moi j'ai rallumé. J'ai relancé l'énergie vitale avec de la vitamine C. J'ai boosté ses surrénales, j'ai relancé son métabolisme, mais c'est un feu de paille si on n'amène pas tout ce qu'il faut ensuite pour que le corps remonte en puissance et reparte. Non, le 3e jour, j'avais un vigile devant la porte qui m'a interdit l'accès de la chambre de la patiente. On est médecin, on est supposé soigner et sauver. Je démontre que ce que je fais fonctionne. Et le 3e jour, j'ai un vigile qui m'interdit l'accès. Donc, on a une réunion de travail avec le directeur des soins. Donc, on parle et j'explique que non, mais ça ne va pas. Regardez, la patiente va mieux. J'ai proposé à ma consoeur. Et d'ailleurs, ce que j'avais proposé à ma consoeur de recevoir, entre autres, c'est, vous verrez une vidéo qui est dans le site. Si vous voulez comprendre un peu, parce que je ne vais pas parler de moi, c'est pas intéressant, très sincèrement. C'est juste intéressant parce que c'est édifiant sur le degré de dysfonctionnement du système qui coupe la tête de ceux qui veulent soigner et dire qu'on peut mieux soigner. Donc c'est édifiant pour les citoyens. Donc on a cette réunion. Donc j'ai dit, en plus, j'ai proposé à ma consoeur de recevoir une vidéo qui est celle d'Alan Smith. Alan Smith, vous avez probablement tous entendu parler de lui. C'est ce patient néo-zélandais qui était en réanimation, néo-zélandais, qui était en réanimation depuis des mois et depuis des semaines, les médecins disaient il faut qu'on le débranche, on ne peut plus rien pour lui, il est mort. Il avait une pneumopathie, une septicémie, une leucémie, il respirait avec un poumon artificiel. Et la famille a entendu parler d'un confrère, le docteur Lévy, qui a la chance d'être cardiologue, spécialiste de la vitamine C et avocat. Donc, il a exercé le degré de pression suffisant pour que les médecins changent de discours. Alan Smith, il a eu 2 fois 100 grammes de vitamine C. Et le 3e jour, il était débranché de son poumon artificiel. La radio montrait un changement radical et il est sorti de réanimation quelques temps après. Mais là, je vous mets une petite étape importante, c'est que ça marchait tellement bien que les médecins, en fait, quand ils ont vu l'évolution favorable, Lévy dit, et puis au bout de 2-3 jours, clac, j'ai vu que la courbe continuait pas comme ça, mais faisait ça, clac, une cassure. Donc il a échangé avec les médecins et en fait ça marchait trop bien qu'ils ont diminué les doses de vitamine C à 2-3 grammes. Pour ne pas avoir tort, ces gens-là sacrifiaient la vie du patient. Donc Lévy et la famille ont dit non, ça peut pas marcher comme ça. Vous devez continuer, sinon ce sera une action en justice. Donc Alan Smith a été remis sous des doses même pas appropriées, moindres. C'est-à-dire ils ont dit on le fait parce qu'on nous tord le cou, le poignet, mais on va quand même pas faire ce qu'il faudrait faire. Et pourtant Alan Smith, il est sorti de réanimation et depuis 15 ans, il fait le tour de la planète et il dit que voilà, la vitamine C m'a sauvé. Combien d'Alan Smith sont morts aussi dans les services de réanimation parce qu'ils n'ont pas eu les traitements appropriés. Donc moi, pour avoir essayé de sauver ces vieilles dames, j'ai été condamné à 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis.
C'est quand même fort. Quand que ce soit les avocats ou les citoyens qui écoutent ça, on peut sanctionner de 3 ans de suspension, donc 2 avec sursis, un médecin qui est venu soigner. C'est vrai, mais en plus, c'est la façon dont ça a été fait. Parce que vous avez dans le Code pénal un article 40 qui dispose que donc, toute autorité constituée, tout fonctionnaire, etc., quand il a connaissance d'un délit ou d'un crime, doit alerter le procureur de la République. C'est-à-dire que toutes les instances qui m'ont condamné et qui ont initié ces procédures, il faut savoir quand même que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône coucou. Que le conseil départemental des Bouches-du-Rhône, le vice-président avait échangé avec moi avant de porter plainte. Et m'avait écrit, docteur Labrèze, vous êtes intervenu avec bienveillance pour aider cette dame, c'est indiscutable. Mais ça n'a pas empêché le CD13 de porter plainte dans la foulée contre moi. Donc que ce soit le CD13, que ce soit la chambre disciplinaire régionale, qui ne me juge jamais, mais qui m'exécute, que ce soit la chambre disciplinaire nationale, que ce soit le tribunal administratif, etc., tous ces gens-là ont violé la loi. Ils avaient l'obligation de saisir le procureur de la République et ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ? Parce que ça ne les intéressait pas que la vraie justice intervienne. Et dit si oui ou non, le docteur Labrèze était intervenu pour porter assistance à une personne en danger, l'avait fait de façon tout à fait appropriée, à l'appel des proches de la patiente. Et si c'est moi, ou la consoeur, ou l'hôpital, ou tous ces gens qui avaient couvert ce qui pourrait être qualifié d'euthanasie, parce qu'on a arrêté les traitements curatifs en violation des dispositions qui régissent cet arrêt. Donc voilà ce qui se passe quand quelqu'un essaie de rester intègre et juste de faire son job. Et on est tous confrontés à ça. Vincent, il est suspendu. Et voilà, en tout cas, ça pèse sur lui. Moi, en tant que médecin, j'ai adressé de multiples patients vers des praticiens qui font de l'hydrotomie percutanée. C'est remarquable. J'ai des patients qui avaient des sciatiques hyperalgiques à cause de discopathie, qui étaient cloués dans leur lit ou qui faisaient lit-fauteuil, fauteuil-lit, lit-fauteuil. Parfois, au bout de la troisième séance d'hydrotomie percutanée. Pourquoi ? Parce que quand vous avez une discopathie, vous avez votre disque qui s'écrase et qui fait ça. Et qui va chatouiller les racines. Si vous le regonflez, ça c'est une médecine intelligente, c'est une médecine qui guérit. Mais il y a plein de gens qui ne veulent pas ici d'une médecine qui guérisse. Donc vous regonflez le disque, il replie ses ailes, il ne comprime plus les racines et vous trottez. Combien de fois je l'ai vu ? Et Vincent est condamné pour ça, c'est choquant. Nous, citoyens, nous devons réaliser, si vous êtes là, c'est que vous l'avez réalisé. Mais en fait, nous devons amplifier la diffusion du message. Parce qu'une majorité de nos concitoyens doivent être conscients du fait qu'il y a ici, aujourd'hui, une puissance considérable qui ne veut pas qu'on vous soigne, qui ne veut pas qu'on vous guérisse. Parce que sinon, c'est un marché qui est de moins en moins prospère. Mais le marché de la maladie et de la mort. Mais nous, médecins, on a été formés pour justement régler cette difficulté. Qu'il y ait de moins en moins de gens malades, qu'il y ait de moins en moins de gens qui souffrent et qu'il y ait de moins en moins de gens qui meurent. Donc on doit être conscient de la réalité du problème. Voilà, et je vais juste, désolé, je vous aurais pas dit ce que je souhaitais vous dire, mais vous voyez, de proposition en proposition, après on élargit le débat, on peut partir très loin. Simplement, ce que je voudrais vous donner, de mon point de vue, ce sont des éléments de solution. Et ce qui m'a sauvé, moi, et je ne développerai pas ici, mais des gens ont voulu m'empêcher de me réinscrire au prétexte que quand j'ai été condamné, moi je présidais la branche française d'une association internationale qui combat les abus psychiatriques. Donc j'avais été radié à vie à l'époque, radié. Je m'étais opposé à des électrochocs contre la volonté des patients. Je m'étais opposé à des internements abusifs reconnus comme tels par la justice. Je m'étais opposé à ce qu'un gamin qu'on avait abusivement retiré de ses parents de 5 ans, qui s'était mis à casser ses jouets et qui avait étiqueté violent pathologique et mis sous 2 neuroleptiques par un psychiatre, dont 2 interdits à l'enfant. J'étais intervenu, j'avais dit non, stop, vous ne pouvez pas faire ça. Donc j'avais effectivement obtenu que l'enfant soit plus sous ces 2 neuroleptiques. Mais l'ordre m'avait attaqué, radié à vie. Donc ça avait été commué en 1 an de suspension. Et pour justifier cette année de suspension, ils avaient été obligés d'écrire des mensonges parce que j'avais bétonné, verrouillé chacun de mes dossiers. Je n'avais enfreint aucun article du Code de déontologie. J'avais répondu à l'obligation d'assistance à personne en danger. J'avais fait strictement ce que j'avais à faire. Néanmoins, l'ordre s'était dit, passer d'une radiation à vie à rien du tout. Là, ça va quand même montrer, peut-être de façon un peu trop évidente, que la chambre disciplinaire régionale de l'ordre des médecins, elle ne rend pas la justice, elle exécute. Effectivement, quand il s'agit de moi, la chambre disciplinaire régionale PACA de l'ordre des médecins ne juge pas. Elle n'applique pas la justice sur la base des faits et du droit. Elle m'exécute. C'est Labrèze, il faut lui couper la tête.
Ok, moi j'assume ça. Je sais à quoi je suis confronté. Et ils m'ont pas empêché de parler jusqu'à présent. Ils vont bien évidemment pas m'empêcher de parler. Ceci étant, j'ai démissionné de l'ordre des médecins. Et quand, au bout de 2 ans, parce que mes enfants poursuivaient leurs études, etc., j'ai voulu me réinscrire, j'en ai été empêché. Écoutez bien le motif. J'en ai été empêché au motif que pendant les 2 ans où je n'étais plus médecin, j'avais, en tant que naturopathe, continué d'aider les gens. Donc j'étais immoral. Donc, je ne possédais pas les conditions de moralité pour être médecin. Ça a été confirmé par la Chambre disciplinaire régionale et ça a été confirmé par la Chambre nationale. Et vous savez comment j'ai obtenu justice ? Il y avait dans ces courriers, malencontreusement pour le camp d'en face, donc dans le dossier, des courriers dans lesquels des présidents de conseil s'échangeaient des courriers dans lesquels ils disaient « T'inquiète pas, cette fois-ci, il est cuit, on l'a eu ». Parce que le président du CD13, lui, devant la Chambre disciplinaire régionale, il n'était pas devenu demander la justice. Moi, ça ne me gêne pas de répondre devant la justice. Si j'ai des gens intègres qui appliquent le droit, qui regardent les faits et qui, en fonction du droit et des éventuels articles que j'aurais transgressés, me disent « Docteur Labresse, est-ce qu'on est d'accord sur les faits ? Vous avez fait ça et ça. Notre lecture des faits, c'est ça. » Je dis « Je suis désolé, ouais, effectivement. » Alors après, il faut toujours s'interroger sur les motivations de quelqu'un. Parce que, comme je le dis parfois, on peut se balader dans la rue, on entend des enfants crier, on voit de la fumée qui sort d'un appartement. Pour rentrer dans l'appartement, pour sortir les enfants, on casse un carreau et on extirpe les enfants. Est-ce qu'un magistrat intègre viendra reprocher d'avoir cassé un carreau et d'être rentré dans une maison par effraction, ou viendra dire « Monsieur, merci, vous avez mis vos vies en danger, mais c'est cool de l'avoir fait. Merci ». Il y a toujours un problème d'intentionnalité. Les faits, les circonstances et l'intention de ceux qui commettent les faits. D'accord ? Mais donc, j'étais immoral puisque j'avais continué d'aider des gens alors que je n'étais pas médecin. Donc, bien évidemment, ces gens-là abuser de leur position et de leur pouvoir pour avoir ma tête. Donc il y avait ces courriers et je leur ai dit une chose toute simple. J'ai écrit au président du Conseil national et j'ai écrit et que je suis allé rencontrer au président du CD13 en leur disant « Messieurs, vous savez que vous abusez de votre pouvoir. Moi, je sais que vous utilisez vos fonctions pour avoir ma tête. Mais ça ne va pas se passer comme ça parce que voilà ce qui va se passer. Moi, je suis un mec très déterminé. Donc si vous ne me rendez pas le droit d'exercice alors que vous me l'avez illégalement enlevé, abusivement enlevé, arbitrairement enlevé, je vais faire une grève de la faim. Comme je suis un mec très déterminé, je vais peut-être casser ma pipe. Mais quand j'aurai cassé ma pipe, ma famille portera plainte au pénal contre vous. Et on verra comment vous vous expliquerez sur ces courriers. Et bien très rapidement, j'étais plus immoral et j'étais réinscrit. C'est choquant. Parce que si on n'est pas câblé comme moi, si on veut juste être un citoyen bienveillant, comme l'ont fait Solomides, Beljanski, Rath, Schwartz, etc., travailler, développer un savoir qui va aider des gens et sauver des vies. Si on n'est pas câblé comme moi, qu'est-ce qui se passe ? Le système coupe la tête. Eh bien nous, ça non plus, on ne doit pas l'accepter. Et ça me renvoie, et c'est par ça que je finirai avant de laisser la parole à quelqu'un qui incarne, mais vous allez voir qui incarne ce que veulent dire courage, détermination, intention. C'est le prix de la liberté. J'ai un philosophe qui disait quelque chose que j'ai toujours gardé soigneusement comme une maxime clé. Le prix de la liberté, c'est un état d'alerte constant et une volonté constante de riposter. Il n'y a pas d'autre prix. Pourquoi ? Parce que le piège auquel les gens bienveillants comme nous peuvent se trouver confrontés, c'est de penser qu'on a en face de nous des gens bienveillants. Et si on échange des arguments, on va pouvoir se mettre d'accord sur les faits, sur la lecture des faits et sur les solutions à apporter au problème. Mais si on raisonne comme ça, on omet une donnée essentielle de l'équation. C'est que nous sommes des gens bienveillants. Mais il y a des gens malveillants. Il y a des gens malveillants. Le mal existe. Ne pas voir le mal, c'est le laisser détruire nos vies et nous détruire. Il existe. Et entre ce petit nombre d'individus profondément malveillants et la grande majorité, il y a malheureusement ce que j'appelle moi la courroie de transmission. La courroie de transmission, et je vous renvoie bien sûr à tout ce que vous connaissez, à ces études sur la soumission à l'autorité, et une multitude de raisons qui peuvent faire que des gens vont obéir à des gens tarés, destructeurs, qui créent le chaos parce que c'est leur fonds de commerce, les guerres et les maladies, et vont effectivement impacter ces décisions, les mettre en œuvre dans nos vies. Et ça, on ne doit pas l'accepter. Donc très sincèrement, quand je suis allé voir mes confrères en leur disant « je vais faire une grève de la faim, je mourrai peut-être, mais vous répondrez de vos actes devant la justice », c'était le prix de la liberté. J'ai gagné ma liberté. Alors même s'ils ont eu ma tête, encore une fois, temporairement, parce que je suis suspendu 6 mois, pour avoir diffusé les travaux de la FL3C, si vous verrez, si vous allez sur www.justicepourledocteurlabresse.info, toutes les données y sont. Il y a une courte vidéo où je synthétise mes dossiers, les dossiers du docteur Labresse. Vous verrez pourquoi un médecin peut se faire couper la tête aujourd'hui en France. Voilà. Et maintenant,
Donc la volonté constante de riposter, bien évidemment, c'est pas une volonté guerrière. C'est riposter sur le plan des idées et riposter sur le plan des actions. Bien évidemment, c'est ce qu'on va faire. Parce que nous, paradoxalement, on est des gars et des femmes, on est des gens positifs, bienveillants. On n'est pas, moi je suis pas, quand je réponds aux gens, même devant l'ordre, j'essaie de garder ma position dans l'espace. Je sais ce que je fais et pourquoi je le fais. Je sais ce vers quoi je veux tendre. Et donc, je vais donner la parole à quelqu'un qui incarne vraiment cet esprit, cette combat. Eh bien voilà, c'est parfait. Super. Je vais donner la parole à quelqu'un qui incarne cette combativité, cet engagement, et elle va vous raconter son combat. Rebecca, s'il te plaît. En 10 minutes, je vais essayer de faire très court, mais pas évident. Donc, je m'appelle Rebecca Oriot, je suis une patiente du docteur Labrèze. Et en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé un collectif pour le soutenir, justement, parce qu'on est 2500 patients dont il est le médecin traitant. Et aujourd'hui qu'il est suspendu, on se retrouve en totale errance médicale. Et là, dû au Conseil de l'ordre des médecins, qui effectivement s'acharne et le harcèle, et par là même nous met en danger. Et donc, ce qui se passe, c'est que effectivement, normalement, le Conseil de l'ordre des médecins a un engagement, et il a failli à cet engagement, qui est à la base de servir les médecins dans l'intérêt des patients. Donc, vous vous poserez la question ici de quel est notre intérêt à nous de nous retrouver... je tremble d'émotion, je vous le dis. Donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve sans médecin et on n'est pas d'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cet été, pour ma part, j'ai créé ce collectif parce que voilà, je sais, voilà, par expérience, par mon vécu d'il y a 20 ans, que lorsqu'on devient proactif pour notre santé, qu'on devient acteur de notre santé, ben on peut obtenir ce qu'on souhaite, c'est-à-dire de grandes choses, pour notre intérêt personnel, mais aussi pour le bien commun. D'où l'importance principale, c'est le bien commun et la solidarité, l'entraide et la détermination. Et donc, je vais essayer de vous expliquer en façon très très courte mon parcours d'il y a 20 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais un petit garçon qui s'appelait Terry, et qui, à l'âge de 3 ans, a déclaré un cancer au niveau du rachis cervical. Il avait une tumeur de 6 cm sur 2 dans le tronc cérébral, dans la moelle épinière. Donc, on ne peut pas faire pire endroit pour avoir une tumeur. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendue à l'hôpital, un grand CHU marseillais, l'hôpital de la Timone, pour ne pas le citer. Donc là, on m'opère mon enfant. L'analyse revient au bout de 10 jours. Le professeur médecin rentre dans la chambre de mon enfant. Je tiens à vous préciser que mon enfant était précoce. À l'âge de 3 ans, il parlait comme un livre ouvert. Savait décrire ses symptômes, etc. C'est très, très important que je vous précise ceci parce que pour la suite, c'est-à-dire que le médecin rentre dans la chambre et nous dit, bon, vous savez quoi, plus la nappate est longue, plus c'est grave. Et donc là, nous, on comptait déjà 10 jours qu'on attendait. Donc, ça veut dire que c'était grave. Et là, il enchaîne en disant, en fait, ce qu'a votre fils est tellement grave qu'on peut rien faire pour lui. Donc, nous, on vous dit de rentrer chez vous, le regarder mourir. Ils ont dit ça devant mon petit garçon. Devant mon petit garçon qui a tout capté. Et qui d'un coup se retourne vers moi et me dit « Maman, c'est vrai, je vais mourir ?» Alors là, mon mari, complètement abattu, moi j'ai une ressource et je bondis vers lui et je lui dis « Mais non !» Je dis, regarde, c'est pas un docteur, c'est un clown. Regarde, il a une blouse blanche, il est déguisé. En fait, il fait des blagues. Je dis, bon, elles sont pas marrantes, mais c'est que des blagues. Ah, maman, tu me rassures. Je dis, oui, ne l'écoute pas. Bien évidemment, j'avais, avec mon regard, emprisonné le médecin qui ferme sa bouche et qui n'en rajoute pas une parce que là, il avait déjà fait une très grave faute professionnelle. Donc, on se retrouve chez nous. Tout seul. Et là, j'accepte pas ce qu'on me prédit. Et je finis par trouver un professeur américain qui fait des traitements individualisés du cancer de l'enfant avec des chimiothérapies. Et donc, je rentre en contact avec lui. En très peu de temps, il me répond. Il me dit, vous n'avez pas besoin de venir à New York. En France, à Paris, vous avez une médecin qui fait la même chose que moi. Et elle s'appelle Dr Nicole Delépine. Donc, je vais voir Nicole Delépine avec mon enfant. Là, elle fait... j'avais réussi à obtenir les lames de la tumeur et je vous dis que c'est un combat à l'hôpital marseillais. Et aussi son dossier médical. Oui, elle regarde tout le dossier et tout et elle me dit, donc, effectivement, ce qui atterrit, c'est très, très grave. Je vous promets pas de le sauver.
sauver, mais je vous promets de tout faire pour essayer de le sauver. Je ne sais pas si vous avez réalisé la différence entre regarder mourir votre enfant et tout faire pour essayer de le sauver. On était dans la gagne, on était à la fois dans l'énergie, la positivité et l'amour, c'était trop bien. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elle décide de m'hospitaliser. Et là, je me confronte à l'administration qui ne veut pas hospitaliser mon enfant parce qu'on me dit qu'il a que 3 ans. Dans un service d'oncologie pédiatrique. Encore une fois, game over, je comprends rien. Juste un détail très important que je vous dis entre le fait que j'ai voulu aller entre Marseille et Paris. J'ai ces médecins qui ont su que je voulais aller voir Nicole Delépine et qui m'ont dit non, vous ne devez pas aller voir le docteur Nicole Delépine parce qu'elle prescrit de la poudre de perlimpinpin et donc votre enfant ne survivra pas. J'ai dit mais de toute façon vous ne le sauvez pas puisque vous m'avez dit de le regarder mourir. Et là ils m'ont dit non mais vous ne persistez pas parce qu'on va vous enlever votre enfant. On va me retirer la garde de mon enfant. Et là, j'ai dit pardon, et pour quel motif? On m'a répondu pour manquement de soins. Je ne sais pas si vous réalisez, ce sont eux qui ont abandonné mon enfant. Et moi, j'essaie de trouver une seule chance de survie et on veut me l'enlever. Donc, on me tue mon enfant si on me l'enlève. Donc là, pas d'accord. Donc là, je vais chez Nicole Delépine, l'admission me refuse mon enfant et je me retrouve donc devant un hôpital parisien où le docteur Nicole Delépine veut essayer de donner une seule chance de survie à mon enfant. Et là, je me retrouve sur le trottoir parce qu'on me dit non, il est trop jeune, etc. C'est n'importe quoi. C'était en 2004, ce que je vous raconte, c'était pile il y a 20 ans. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que je ne me suis pas laissée faire, bien évidemment. J'ai encore de la ressource. La ressource pour son enfant, croyez-moi qu'on la trouve. Je vais dans une émission télévisée qui s'appelle Sans aucun doute de Julien Courbet. Au travers de cette émission, on a réussi à obtenir une dérogation exceptionnelle d'hospitalisation de mon enfant. J'arrive à l'hôpital où il y a mon enfant donc qui est hospitalisé le jour même. Le soir même, je rends compte qu'il y a une petite fille qui a 4 ans et demi qui est traitée sur le trottoir par Nicole Delépine, c'est-à-dire avec une chimiothérapie orale et non pas une chimiothérapie en intraveineuse, dont cette petite nécessité. Et je n'ai pas accepté ce sort-là, puisque je me suis dit, tiens, je passe à la télé, donc mon fils il a droit au top des traitements. Et si on passe pas à la télé, eh ben, on a le droit de crever sur le trottoir. Donc, j'ai pas accepté ça. J'ai fini par obtenir le numéro de téléphone du chef du cabinet du ministre et je l'appelle pour lui dire ce que j'ai à lui dire. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire hospitaliser cette petite au travers de ce qui s'est passé. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est que le docteur Delépine, en fait, était ostracisé, comme le docteur Labrèze et comme plein d'autres ici. Parce qu'elle dérangeait, car elle offrait une alternative thérapeutique aux essais thérapeutiques et aux placebos qu'on peut mettre aux enfants. Tous les enfants atteints de cancer rentrent là-dedans. Et donc, vu qu'elle sauvait des enfants qui étaient déjà pris en 2e, 3e, 4e main, puisqu'ils avaient été déjà très abîmés par d'autres soins, enfin, les essais thérapeutiques notamment et rien. Et donc, voilà, elle a été ostracisée. Et là, moi, j'ai créé une association à l'époque au nom de mon fils pour aider la liberté de choix thérapeutique et le consentement libre et éclairé par le biais de l'alternative qu'offrait Nicole Delépine. Et grâce à ce combat, elle était à l'hôpital Avicenne à Bobigny, il lui restait plus que 9 petits lits au fond du couloir, un titre d'un de ses livres. Elle a vraiment œuvré toute sa carrière pour survivre. Et là, quand je suis arrivée dans son service avec mon enfant, elle était à 2 doigts de fermer. Et donc, j'ai créé cette association, récolté 40 000 signatures. Je suis allée voir le ministre. Et de là, nous avons gagné, obtenu un service d'oncologie pédiatrique tout neuf à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, avec 20 lits, avec le personnel soignant nécessaire et les machines, enfin les pompes à chimio dernier cri, parce qu'avant, on travaillait avec vraiment des choses d'après-guerre. Et donc, voilà. Tout ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on devienne pro-acteur de notre santé, vraiment avec détermination, foi, parce que moi j'ai la foi. Entre-temps, Nicole Delépine a sauvé beaucoup d'enfants, donc vous voyez que mon parcours personnel, enfin l'histoire de mon enfant a servi à d'autres. Et aujourd'hui, ce qu'on fait au travers du collectif du Dr Labrèze, non seulement on défend le Dr Labrèze, mais on va au-delà de ça, ça le dépasse, on défend nos vies par la défense de nos libertés individuelles et fondamentales qui sont justement la liberté de choisir ce qu'on fait à notre corps. Donc ce que je veux vous transmettre ici, c'est la foi, l'énergie en chacun d'entre vous. Nous sommes très 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 puissants, chacun d'entre nous. Mais alors imaginez si on s'unit, on obtient tout ce qu'on veut. J'ai fait la preuve il y a 20 ans, donc on ne lâche rien et on y croit. Et merci à vous. Dans les temps.